Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une tendance lourde, voire une lame de fond qui s'instille au jour le jour, mettant en avant l'idée que les jeunes entendent peser sur la présidentielle de 2018 au Cameroun. Et sur le terrain, les initiatives se bousculent. En effet, entre l'opération 11 millions d'inscrits, conduite par Cabral Libye, celle de 8 Africa, pour faire davantage agir les jeunes en politique, et celle de Denis Atangana, pour les mobiliser encore davantage, la coupe est presque pleine. Mais pour autant, faut-il croire que ces initiatives pourront au final être porteuses de résultats probants le moment venu? De plus, doit-on croire que le temps des jeunes au pouvoir au Cameroun a sonné? Deux invités nous font l'honneur de nous accompagner ce soir pour éclairer notre lanterne sur cette problématique. Bonsoir, docteur Sostène Efouba. Bonsoir Guy, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Alors, je rappelle que vous êtes politologue, enseignant à l'université de Yaoundé 2, soit c'est au Cameroun. Bien sûr. Et que vous vous intéressez aux questions politiques, vous les analysez assez régulièrement. Oui, c'est le travail quotidien de tous les jours. Vous savez que la science est une vertu lorsqu'elle est bien utilisée, et c'est le partage, c'est un partage. Il faut partager la science avec tout le monde, pour que tout le monde puisse tirer profit. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Sostène Efouba. Avec vous aussi ce soir, Thierry Ndong. Bonsoir Thierry Ndong. Bonsoir Guy, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Merci pour l'invitation. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Intégration, mais vous avez aussi connu une autre vie avant. Vous avez été rédacteur en chef du journal Le Messager pendant un certain nombre d'années. Oui, et vous savez, avant de créer mon journal en 2008, j'ai fait mes classes auprès des grands et des aînés. J'ai commencé en mutation dans les années 2000. J'ai appris auprès des aînés comme Aman Mana. Et en 2001, j'ai été recruté au Messager, où j'ai fait mes classes auprès des aînés, comme M. Ndiaoué, et avec pour rédacteur en chef Melvin Akam, un monsieur très charismatique. Donc j'ai appris, je suis parti du statut de reporter à celui de coordonnateur de la rédaction de Yaoundé, et pour finir rédacteur en chef. Donc ça a été de très belles années dans ma carrière de journaliste, et je remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté notre invitation pour parler de la place des jeunes dans la présidentielle de 2018. Vous avez tous suivi, vous suivez cette actualité qui est quasi quotidienne maintenant. Les jeunes qui s'engagent, je citais tout à l'heure l'initiative Cabral Libye, 11 millions d'inscrits, celle également de 8 Africa, qui est une association qui mobilise les jeunes pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils pèsent sur le champ politique, et puis Denis Atangana également qui s'investit. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y a quelque chose de nouveau, docteur Sostène Efouba, qui se passe actuellement dans la jeunesse camerounaise par rapport à l'élection présidentielle à venir, ou même par rapport simplement au champ politique aujourd'hui? Bon, pas quelque chose d'exceptionnel, mais je pense quand même qu'il y a une motivation particulière, une attente nourrie par la jeunesse et même une plus grande partie de la population qui souhaite le changement, l'innovation en termes de l'alternance politique au sommet de l'État, en termes d'alternance dans les partis politiques ou même dans les communes, un peu partout. Donc je pense qu'il y a cette motivation et c'est même un devoir, c'est-à-dire c'est un devoir moral, une obligation morale de participer à la politique. Vous avez vu avec Aristote, l'homme était un aliment politique, Cicéron, c'est-à-dire c'est la responsabilité de tout un chacun de participer à la vie politique. Mais cette fois-ci, nous sommes arrivés, c'est comme si nous sommes arrivés à la croisée des chemins, où on a des aînés qui sont là, qui ne veulent pas passer la main facilement, et des jeunes qui sont de plus en plus nombreux, instruits, qui s'engagent en politique et qui veulent qu'il y ait ce changement. Donc je pense que c'est un peu, on est là sur le conflit de génération. Oui, pour 2018, qu'est-ce qui change pratiquement de Thierry Ndong? Parce que là, depuis que nous sommes revenus au multipartisme en 91, on a quand même eu un certain nombre d'élections présidentielles, ou d'élections même tout court. Depuis 92, 97, 2004, il y en a eu. On n'a pas toujours eu le sentiment que les jeunes entendaient peser, entendaient faire quelque chose. Mais on a comme l'impression que cette fois-ci,
quand même un foisonnement qu'on n'a pas souvent vu. Oui, oui, ça il faut reconnaître qu'il y a comme un branle-bas au niveau des jeunes. Ça il faut le reconnaître. Mais je considère ça comme un effet de mode. Vous savez, on a vu comme on a vu le cas ailleurs, français, oui, Macron qui est parti de, je ne dirais pas nulle part, mais qui est parti de rien pour l'Élysée. Et je pense que ce cas-là a beaucoup inspiré les jeunes Camerounais, et notamment M. Cabral Libby. Alors, est-ce qu'une hirondelle fait le printemps? Je suis un peu réservé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Les initiatives comme celle de Cabral Libby, comme celle de M. Emilien Atangana, ne sont pas encore suffisamment élaborées. Elles ne sont pas encore suffisamment reprises par d'autres groupes de jeunes dans différents segments de la population. Donc, il y a encore du travail. Il en faut encore des Cabral Libby, des Emilien Atangana, pour que on puisse atteindre la masse critique qui va provoquer le changement. Et je crois que là, de ce point de vue, il y a encore du travail à faire. Parce qu'il faut quand même dire que nous venons de loin. On a constaté que les jeunes, jusqu'à une certaine période, jusqu'à maintenant, l'immense majorité des jeunes ne fait pas beaucoup, montre d'une attention particulière par rapport à la politique. Et donc, il y a du travail à faire pour mobiliser ce corps électoral qui, il faut le dire, est le plus important. Parce qu'on a une population essentiellement jeune. Et si ces gens se mobilisent aujourd'hui, si ces gens s'intéressent véritablement à la politique, je crois que l'électrochoc que nous attendons va arriver. Alors, docteur Sossiane Fouba, où est le problème? Où est-ce qu'il se situe? On a quand même vu que toutes ces dernières années, les jeunes n'étaient pas toujours engagés. Mais est-ce qu'avec ces 2 ou 3 mouvements que nous évoquons, il peut y avoir véritablement une mobilisation de grande envergure? Et quelle est la méthode? Je pense que c'est difficile. Parce que comme il l'évoquait, il y a un problème de culture politique. C'est-à-dire la culture politique n'est pas ancrée dans les mœurs au Cameroun. Et puis, il y a la politique, c'est un peu dans les grandes villes. Dans les villages reculés, je pense qu'il y a un écart, c'est-à-dire entre le centre et la périphérie. Donc, c'est difficile pour ces jeunes. Et en plus, à l'intérieur de ces jeunes sont combattus. Quand vous voyez, par exemple, les réseaux sociaux, comment Cabral Libby est lynché et tout ce qui se passe. Donc, l'opinion est émiettée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus vraiment autour de ce que ces jeunes veulent faire. Donc, ils sont combattus par d'autres jeunes. Ce qui fait que cette fragmentation de l'opinion affaiblit plutôt les jeunes. Donc, je pense que la masse critique à atteindre est difficile. Il faut travailler. Il faut encore travailler pendant les années pour arriver. Parce que même si Cabral Libby et les autres font ce travail, à partir du moment où ils sont combattus et que les autres sont réfractaires, parce qu'il faut l'intérêt général, c'est une cause, vous devez avoir une cause unique que vous défendez. La masse critique, à partir du moment où il y a cette division, cet émiettement, ça va être très difficile. Et il y a un problème d'alphabétisation. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas à l'école. Il y a un problème d'inscription, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de carte d'identité. Alors oui, justement, on parle de ces 11 millions d'inscrits au mouvement de Cabral Libby. Est-ce qu'on peut les atteindre? Est-ce que la méthode vous paraît pour le moment la bonne? Est-ce qu'elle suscite d'ailleurs l'engouement qu'on aurait pu espérer? On a quand même vu sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas si les réseaux sociaux sont représentatifs effectivement de la réalité du Cameroun, tel qu'on voit les choses. Non, je pense que ça aurait pu avoir des fruits s'il avait commencé avant. C'est-à-dire s'il avait commencé à le faire 2 ans ou 3 ans avant les élections. Je crois que ça vient de commencer. Ça apporte les fruits, mais ça ne peut pas atteindre les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à 13 millions, 14 millions de jeunes. Mais au moment où c'est arrivé, et on est en train de mettre ça en accord avec sa candidature. C'est-à-dire, beaucoup pensent que ce n'est pas une initiative neutre. Et ça fait que ceux qui ne sont pas avec lui ne prennent pas ce combat comme un combat. Neutre dans quel sens? Neutre que peut-être qu'il veut faire les élections, il veut seulement inscrire les gens. C'est la citoyenneté. Amener les gens à s'inscrire et que lui n'a aucun intérêt. Mais derrière, si on voit qu'après ça,
il veut être candidat. Et c'est là où il y a une catégorie de jeunes aussi qui le combattent, qui viennent... Mais alors, le code l'accuse, par exemple, pour aller carrément à une autre extrémité, le code l'accuse d'être plutôt... de faire le jeu du système. C'est bien ce que le code dit, qu'il a été payé pour faire ce jeu-là. C'est ce que le code dit. Et donc, on comprend qu'il y a Thierry Ndong, et effectivement, déjà une clarification peut-être qui doit être faite sur la question. Et d'ailleurs, lui-même, il l'a fait déjà en disant que c'est une initiative qui n'a rien à voir avec le pouvoir. Alors, le journal Intégration a eu l'occasion de lui faire une grande interview. Oui. Pendant sa tournée aux États-Unis. Oui. Et je crois que il ne pourra jamais se départir de ces attaques-là. Moi, je pense que c'est normal. Cabral Libye a annoncé son entrée en politique en 2018. Et quand vous entrez en politique, vous êtes prêt à recevoir tous les coups. Oui. Donc, les accusations de cette nature-là ne vont pas manquer. Et je pense que dans un environnement où chacun essaie de tirer la couverture de son côté, on ne devrait pas s'attendre à autre chose que ça. Il aura donné des interviews pour démentir qu'il ne fait pas le jeu du pouvoir, qu'il n'est pas en support du pouvoir. Ses adversaires politiques trouveront toujours à redire. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais je voudrais, pour revenir à la jeunesse de façon globale et au jeu politique, dire que le problème est à lire sur plusieurs grilles. Aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas. Je veux dire, on a tous constaté que les jeunes ne s'intéressaient pas beaucoup à la chose politique. Et on était à réfléchir comment les mobiliser. Le problème, la réponse n'est pas seulement au niveau des initiatives comme celle de Cabral Libye. Ce sont des initiatives à encourager. Cabral Libye et Emilien Tangana, c'est bien, mais je voudrais dire que ça devrait faire tache d'huile. Nous avons d'autres initiatives comme More Women in Politics. Oui. C'est des initiatives qu'il faut encourager. Parce que quand vous regardez l'histoire du Cameroun, au lendemain des indépendances, il y a eu restriction des libertés politiques. Il y a eu assassinat des hommes politiques pour leurs idées. Absolument. Et cela, il y a eu un parti unique, unifié, voilà, on n'a pas permis que les gens... On a combattu les syndicats. Oui. Tout ça a eu une conséquence sur la politisation des jeunes. Et nous avons grandi... Et il y a même eu, je voudrais peut-être relever un autre point, même après pendant les années 90, on se souvient que lorsque il y avait les mouvements à l'université entre les jeunes qui réclamaient le Parlement contre l'autodéfense, on a quand même entendu un discours politique dans ce pays qui n'a peut-être pas beaucoup changé, qui consiste souvent à dire l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Voilà. Même les étudiants, on vous dit, écoutez, la politique, c'est pas votre affaire, il faut aller étudier, il faut laisser la politique aux politiciens. Donc, moi, j'en étais encore à l'histoire qui pouvait expliquer pourquoi on n'avait pas... on avait des jeunes qui montraient un désintérêt à la chose politique. Maintenant, vous ajoutez le discours des dirigeants, qui lui-même n'est pas de nature à encourager l'implication des jeunes à la chose politique. Et justement, dans les années 90, au-delà de ce qu'on a dit, l'école aux écoliers et la politique aux politiciens, il y a eu que les étudiants ont souffert le martyre des années de braise. Vous connaissez, on se souvient tous des zéro morts. Ça concernait les jeunes, ça concernait les étudiants. Donc, tout ça mis ensemble a éloigné les jeunes de la politique. Aujourd'hui, nous avons un corps électoral qui peine à atteindre 6-7 millions d'inscrits. Dans un pays d'environ 21 millions d'habitants, avec plus de la moitié des jeunes qui ont moins de 25 ans. Vous comprenez, plus de la moitié de la population qui a 25 ans. Vous comprenez très bien avec moi que si
vraiment les jeunes s'inscrivaient dans ces listes électorales, on serait encore électoral de 11 millions. Donc, il y a un travail à faire. Les jeunes comme Cabral font leur travail, Emilien font leur travail, mais il faut aussi que les pouvoirs publics s'impliquent pour donner confiance aux jeunes, pour leur tendre la main en les impliquant. Aujourd'hui, quand on nomme un jeune, quand on nomme un monsieur qui a 50 ans, au ministre, on dit qu'il est jeune. Je crois qu'il faut changer cette façon de faire les choses. Nommer des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, leur donner des responsabilités. Et pas des responsabilités de surface, mais des vraies responsabilités. C'est tout ça qui va amener la jeunesse à se sentir concernée par la gouvernance politique, par la gouvernance, par les affaires du pays. Et je crois qu'à partir de là, on va sentir que ce pays bouge. Parce que là, actuellement, il est au ralenti. Okay. Alors, docteur Sosséne Fouba, justement, est-ce que la politisation des jeunes a véritablement pu suivre un cours normal, ou alors elle a été complètement dévoyée depuis, prenons seulement 90, puisqu'avant on nous a dit on était dans un parti unifié, parti unique, c'était vraiment la main de fer. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à l'ouverture en 90, qu'on n'ait plus vu les jeunes rentrer en politique, alors qu'avant, ils n'en avaient même pas la possibilité? Non, je pense qu'il a commencé à répondre à la question. Il y a un désaveu, une désaffection de la jeunesse, où on considère que la politique n'a pas porté des fruits. C'est-à-dire, le Cameroun ne s'est pas développé comme il devrait être. Et on jette l'anathème à ceux qui gouvernent. Et les jeunes se sentent un peu découragés. Et c'est un peu parfois un désaveu, une forme de sanction. Que je n'encourage pas les jeunes, disent, bon, depuis qu'ils sont là, nous sommes des chômeurs, ils ne s'intéressent pas à nous, ils s'intéressent au pouvoir, on est fatigués, détournent les milliards, ils ne font que détourner. À quoi sert finalement la politique? Donc la politique n'est pas dans les standards, comme on dit politique, les standards de gouvernance, de référence. Pour dire que, bon, en politique, vous voyez par exemple au Pakistan, quand on découvre que le Premier ministre a telle maison, il démissionne. Or nous, il y a l'impunité, il y a tout ça, non? Tout ça a accablé dans la jeunesse. Donc la jeunesse fatiguée, et puis il y a aussi cette fatigue de voir les mêmes gens, les mêmes visages. Même vous qui faites de la télévision, il y a comme une saturation. Vous voyez la télévision, c'est les mêmes images, les journaux, parler donc à longueur de journée, c'est le même discours. C'est là un peu éloigné des jeunes. Ce n'est pas pour dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Il y a ça, il y a ce désaveu. Il y a aussi le système, comme je disais, le système en place n'encourage pas, parce que ce n'est pas la nomination, ce n'est pas le rouge. Là, je veux prendre deux choses. En reprenant ce qu'il a dit, que c'est aussi pas l'eau, c'est-à-dire c'est les lois qui peuvent permettre aux jeunes d'être là. Je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire si on dit par exemple aux élections législatives, sur des listes, si on a 120 députés à l'Assemblée nationale ou 200, on a besoin, les listes, on prend moitié, c'est-à-dire on aura peut-être 80 jeunes. Ça reste comme ça, comme chez les femmes. Parce que quand je vois le combat de Mme Dufo, c'est bien, mais il faut qu'on arrive à la parité aujourd'hui. Je dis 30%. C'est toujours l'autorité suprême qui décide que 30%. Pourtant, on doit aller à 50% de dames, 50% de jeunes. Donc, quand il y a des élections, les jeunes vont dire, bon, si on a 50%, pourquoi ne pas s'intéresser? Comme vous voyez chez Macron, avec Macron, beaucoup de jeunes. Mais si on se rend compte que c'est vicié, que ce soit dans le parti au pouvoir, que ce soit au niveau des partis de l'opposition, quand on fait les listes, on écarte carrément les jeunes. On ne veut même pas vous voir. Quand vous êtes même un jeune qui avait peut-être l'avenir, le talent, c'est-à-dire dans votre arrondissement, vous êtes pourchassé par les aînés. On dit que non, tu ne sais pas faire la politique, tu es encore un enfant. Or, le temps passe. Donc voilà, au niveau de la loi, au niveau légal, on doit avoir une loi qui soit en accord avec la volonté de la jeunesse d'occuper des postes. Même au niveau des femmes, il faut la parité. Mais est-ce que vous pensez que la loi, sur le chemin de la loi, on sait bien que ça va être très difficile, mais quelles sont les ressources dont dispose justement la jeunesse pour pouvoir peser? On voit ces initiatives, mais est-ce que la jeunesse n'a pas son destin entre ses mains finalement dans cette affaire? Oui, question complexe parce que je vais répondre à deux niveaux. Premier niveau, en ce qui concerne les tares, c'est-à-dire notre jeunesse a des tares, c'est-à-dire il y a des jeunes qui passent le temps à boire à longueur de journée, à jouer au damier, d'autres qui passent le temps à jouer au football, à jouer à Internet. Ils ne s'occupent pas de l'histoire du pays. Quand vous passez peut-être à Essos, vous voyez, à 6 heures, vous allez à la messe, les gens sont assis, on dit qu'ils sont là depuis 2 jours. Donc il y a une bonne partie de la jeunesse qui refuse de travailler. Ce qui ne se fait pas en Chine, c'est vrai qu'on reconnaît qu'il y a un chômage naturel. Donc il y a ceux qui sont paresseux. Il y a aussi ici ce qu'on appelle, il y a les bourgeois, les enfants des bourgeois, qui s'en foutent carrément du pays. Ils se disent, bon, papa a des milliards. Il y a aussi ceux qui pensent qu'ils sont issus des familles pauvres.
ils sont allés à l'école, qui ne faire. peuvent rien. Ils sont dans la fatalité. Ils sont dans la fatalité. Donc tout c'est plus le mur qui est là, le mur du gouvernement où les gens âgés ne peuvent pas passer la main. Parce que quand vous voyez quelqu'un au Sénat, le doyen d'âge va dire à 100 ans, ça veut dire que les arrière-petits-fils sont là. Donc, un jeune n'arrive pas à louer d'abord une chambre. Se marier, c'est difficile. L'entretien même, la vie de chaque jour, comme dit Maslow, les besoins, les premiers besoins, se loger, se nourrir, se vêtir. À partir de ce moment, le jeune se compte comme un révolté. C'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas un pays. C'est-à-dire il a à partir chez lui. Il se sent étranger. Donc, c'est cet ensemble de phénomènes qui a dit en sorte qu'il y a l'éloignement des jeunes, il n'y a plus un sentiment de révolte. Et ce qui est choquant, c'est que, deuxième chose, ils veulent cette révolte, cette révolution sociale, mais ils ne s'impliquent pas. C'est-à-dire ne s'inscrit pas sur les listes parce que si on est dans un pays démocratique, ça veut dire qu'il faut une mobilisation exemplaire de la jeunesse en termes de nombre et de qualité. Or, non seulement ils ne s'inscrivent pas, ils sont divisés. C'est-à-dire les jeunes qui sont dans les partis sont divisés. Au lieu de former donc ce bloc-là homogène pour cet intérêt. Et la situation, le champ politique ne nous aide pas beaucoup parce que notre champ politique est traversé par une pléthore de partis politiques. Et chaque jeune qui est dans un parti politique va être leader. Vous avez vu le cas avec Kawal Derema. Ce qui fait que si on était dans un bipartisme, un tripartisme, les jeunes devaient être mobilisés. Mais il y a cet émiettement, éparpillement, ce qui fait que, comme les Cabral, l'initiative, c'est un peu comme vous allez lancer l'épée dans l'eau. Oui. Bon, c'est très difficile, mais c'est déjà ça. Mais il faut que l'État s'implique, il faut que les aînés s'impliquent et acceptent de léguer, entre guillemets, ces pays à la jeunesse. Alors, Thierry, donc justement, est-ce que le chemin aujourd'hui, est-ce que le rapport de force aujourd'hui entre les jeunes et l'establishment, on pourrait le dire, pourrait pencher en faveur des jeunes si ils continuaient une telle pression sur le champ politique pour pouvoir peser effectivement en 2018? Je voudrais déjà dire que, à la suite du docteur, dire que les jeunes ne se croisent pas les bras. Oui. Ils se battent. Vous vous souvenez très bien de ce qu'on a appelé en 2008 les émeutes de la faim. C'était un ras-le-bol des jeunes qui en avaient marre et qui l'ont exprimé à leur façon. Vous avez bien vu qu'ils ont été réprimés, matés. Donc, pour revenir à ta question, je voudrais dire que il y a cette jeunesse consciente qui veut, qui n'attend que son heure, mais qui a dû comprendre que le rapport de force n'est pas en sa faveur. Parce que chaque fois qu'elle veut lever la tête, on envoie le bir maté. Donc, c'est une jeunesse qui est là, compétente, qui ne demande qu'à servir son pays, mais qui est volontairement éloignée des affaires. Alors, la solution, à mon humble avis, est entre les mains des dirigeants politiques. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. Monsieur Macron est arrivé aux affaires et il a décidé de moderniser la vie politique en France. Et dans cette modernisation de la vie politique, il a dit, les anciens là, on n'aura plus les mêmes visages comme c'était le cas. Pour revenir au contexte camerounais, et le docteur l'a dit, la balle est entre les mains de nos dirigeants. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui doivent se poser la question, quel Cameroun nous voulons pour nos enfants? Quel Cameroun nous voulons en 2050? Et ce Cameroun de 2050, c'est avec qui on le fait? Je pense qu'à partir de ces questionnements, on a la possibilité de refaire les lois pour faciliter l'intégration des jeunes. Et ça, c'est possible. On peut dire 2018, c'est une année électorale. On a les sénatoriales, on a les législatives, on a les municipales et on a la présidentielle. L'homme politique qui voit loin et qui veut une forte implication des jeunes peut décider d'allouer un quota. On peut dire 35% pour les jeunes de moins de 40 ans. À partir de là, vous aurez un frémissement.
vraiment dans la jeunesse. Donc, je veux dire que le plus grand travail à faire pour ramener les jeunes à la politique est au niveau des dirigeants. Parce que c'est eux qui ont les leviers du pouvoir pour décider. Et s'ils le font, vous allez voir que la machine... Donc, pour vous, les jeunes, ça ne viendra forcément pas de ce que les jeunes essayent de remuer le champ politique comme cela se fait à travers ces initiatives. Pas forcément. Ce qu'ils font là, honnêtement, c'est encourageant, mais ça, c'est limite. Oui. Ça, c'est limite. Et je vous assure, la clé est entre les mains du pouvoir politique actuel qui est aux affaires. Mais alors, oui. Si nos dirigeants sont d'avis, s'ils veulent ouvrir le jeu, ils vont l'ouvrir. Mais pour le moment, le jeu politique est verrouillé. Et les jeunes l'ont compris. C'est pour cela qu'ils s'en éloignent en se disant, un jour, nous ferons la révolution. Mais je vous parlais du rapport de force. La révolution n'est pas possible pour le moment parce que objectivement, ils ne peuvent pas, on ne peut pas faire ces révolutions avec les mains nues. Est-ce qu'il n'y a pas de relais au sein de l'appareil qui est au pouvoir? Est-ce qu'il y a des relais vers la jeunesse, justement? Parce que si on prend quelques exemples dans l'histoire, on voit bien que on a parlé de l'Union soviétique. Cette Union soviétique dirigée à un moment donné par un certain nombre de personnes âgées, entre Brezhnev, Gromyko, Tchernenko, avant que Gorbatchev n'arrive pour impulser un nouveau mouvement. Mais est-ce que les autres ici au Cameroun, il est envisageable de voir des gens qui sont actuellement dans le système, dans le landerneau, dire qu'il faut que les jeunes, effectivement, fassent ce mouvement pour qu'on aille de l'avant? Non, non, il ne faut pas. Ça, c'est une pure fiction. Non, le système, comme elle a dit, est verrouillé. C'est-à-dire, je compare souvent le Cameroun à la Corée du Nord. C'est un système, une dictature souple, déguisée. C'est-à-dire où on vous donne l'impression que tout est là. Tout ce que vous dites là, les relais, les pages, il y a tous ces relais, même c'est des partis politiques. Mais ceux qui sont là au pouvoir aiment tellement le pouvoir, l'argent, les belles maisons, la belle vie, qu'ils trouvent que c'est inadmissible de céder. Parce que, comme il a dit, l'ouverture doit se faire par le haut, à part le chef de l'État qui décide qu'il faut un quota. C'est comme ça, même la parité a été décidée partout. Mais ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'il n'est pas question. Voyez-vous les postes que les gens occupent, c'est-à-dire le cumul des fonctions seulement. C'est-à-dire vous vous retrouvez avec 4, 5. Quand on dit moi à ceux qui sont à l'Assemblée, recrutez les jeunes diplômés dans vos cabinets pour vous faire le travail, ils refusent carrément. Ils refusent. Donc ce qui fait que dans un village, vous avez quelqu'un, une région, vous avez quelqu'un qui est ministre pendant 50 ans. Les jeunes qui arrivent, c'est lui qui fait le jeu politique. Parce que s'il faut aider quelqu'un, on passe par lui. S'il faut faire ci, s'il faut... Donc il n'y a pas cette équité. Parce que même quand on dit notre équilibre régional, non. C'est un équilibre régional qui crée le déséquilibre. Parce que l'équilibre régional exclut une catégorie de personnes. Mais on dit que, bon, comme on a pris telle personne, est-ce que dans le Nord, vous allez dans les villages, il y a des villages qui n'ont même pas de professeurs et lycées. Tout un village. Vous voyez des villages qui n'ont personne et d'autres qui en ont. Donc je pense qu'il y a une mauvaise répartition, il y a une mauvaise organisation de la vie politique. Et c'est systémique, c'est-à-dire comme dit David Disson, c'est-à-dire c'est systémique. Oui. Tout le système est touché. Et quand je regarde un peu le chef d'État, je vois un homme, il est en train de mettre les institutions en tenant compte peut-être que quand j'irai, je vais laisser toutes les institutions. Donc, tant que lui, il n'a pas encore accepté d'ouvrir le jeu, et il va ouvrir ce jeu, peut-être presque à la fin, comme il est en train de commencer là, c'est-à-dire mettre en place le conseil constitutionnel, ceci. Donc cette équipe qui est là aujourd'hui, vraiment, les jeunes, malgré les réformes, le biré là, le bras sécuré de l'État aujourd'hui, comme dit les appareils répressifs, sont là, même les gens qui vont sur le terrain pour les derniers attentes, sont malmenés. C'est-à-dire qu'il y a une adversité vis-à-vis de l'armée. Donc, même si vous voulez, la démocratie, c'est aussi aller se plaindre, aller dans la rue avec Jefferson aux États-Unis, le pays de la liberté. Mais au Cameroun, ne tentez pas. Même si vous êtes professeur, vous avez un couvre d'or. Même si vous êtes professeur, vous êtes ici, on vous casse le pied, on vous maltraite. Donc, toutes ces actions n'encouragent pas les jeunes qui ont peur. Parce que les jeunes sont horrifiés, terrifiés même. Parce qu'avant de s'exprimer, même quand on va sur un plateau, on vous dit, peut-être votre époux vous dit que, comme tu parles à la télé là, pardon. Donc on vous dit ça, quand vous sortez les cheveux, même votre mère vous dit, comme tu parles à la télé là, il faut te mesurer. Je dis non, la science, il y a les franchises universitaires là. Si nous tous, nous commençons à chanter les louanges au régime, finalement, il n'y aura plus la contradiction. Et c'est du doute
que n'est la vérité, de la contradiction que n'est la vérité. Donc je pense que... Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, Dr Sosséne Fouba Thierry Ndong? Qu'est-ce qui a changé entre 1960, par exemple, et ce que nous vivons aujourd'hui? On a certes relevé que dans les années 60, jusque dans des années 60 aux années 90, il y avait le parti unique, mais il n'y a que des gens ont été nommés étant très jeunes. On a vu qu'une place a été faite aux jeunes. On nous a dit, le président Aïdjo, il est devenu président jeune. Le président Biya est devenu Premier ministre à 35 ans. Et donc, d'autres personnes, tous ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont arrivés aux affaires très jeunes. Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la manière d'appréhender les jeunes? Je n'ai pas envie de dire la jeunesse. Alors, on va sur une observation, hein, on va sur ce qu'on voit. Lorsque le Cameroun est indépendant en 60, le colon s'en va et le pays est confié à des jeunes qui avaient déjà une certaine expérience, mais qui, il faut le dire, étaient dans la force de l'âge. C'est eux qui héritent de ce pays. Aujourd'hui, c'est cette classe dirigeante qui est toujours aux affaires et qui a donc du mal à céder, à passer le témoin à d'autres générations. Les arguments invoqués, vous l'aviez dit, c'est vous êtes encore jeune, vous avez besoin d'expérience. Or, paradoxalement, quand eux prenaient, ils n'avaient pas autant d'expérience que nous aujourd'hui. Pour dire quoi? Pour dire que là, on est dans le jeu politique où ceux qui ont le pouvoir font tout pour le conserver. Et comme on disait, ils ont mis en place un verrouillage qui ne dit pas son nom, mais qui est là. Et comme quelqu'un disait, c'est une dictature douce. C'est-à-dire qu'on vous laisse l'impression qu'on est dans un jeu démocratique, mais en fait, quand vous essayez d'y entrer, vous constatez que toutes les portes sont fermées et que pour accéder à une porte, on doit vous tenir à la main. Prenons un exemple simple, ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil national de la jeunesse. J'appelle ça un machin, parce que les dés sont pipés du début jusqu'à la fin. Même celui qui tient lieu de président de ce conseil, avec tout son conseil, c'est des gens que les ministres de la République ont cooptés, ont soutenus et ont mis là. Il n'y a pas de hasard. On ne sort de nulle part. On ne sort pas d'un fonds de quartier sans soutien pour être à cette affaire. Pour vous montrer jusqu'où nos dirigeants sont allés vont pour contrôler la jeunesse. Et l'exemple que je prends avec le Conseil national de la jeunesse, je le prends avec les différents concours qu'on organise dans l'administration pour recruter les leaders de demain. Pour entrer à l'ENAM, si vous n'avez pas un parrain, vous n'y entrez pas. Ça, c'est un secret de polichinelle. N'en déplaise au directeur général de l'ENAM. C'est une vérité. Les élites qui sont aux affaires verrouillent, contrôlent les recrutements, parce qu'ils font ce qu'on appelle la reproduction des élites. Tout à fait. Bourdieu. Voilà ce que dit Pierre Bourdieu. Oui, justement. Voilà donc l'enfer dans lequel la jeunesse se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas parrainé, si vous n'êtes pas quelqu'un, le fils d'un tel, si vous n'avez pas un paquet d'argent pour acheter, vous êtes abandonné à votre propre sort. Et vous voulez donc que les jeunes fassent quoi? Ils se disent à un moment donné, faites vos affaires, on attend notre jour. Et ça crée donc un dysfonctionnement qui est ce que nous avons aujourd'hui. Absolument, y compris dans le champ politique. Cela voudrait quand même dire qu'il y a un risque, Dr Sosséne Fouba, un risque que ce dont vient d'expliquer, ce que vient d'expliquer Thierry Ndong, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec des jeunes parachutés aussi dans le champ politique,
contrairement à tous ceux qui se mobilisent là actuellement, ce n'est pas un danger. C'est un véritable danger. On n'est pas à l'abri, finalement. C'est un véritable danger. Peut-être qu'il ne veut pas le dire. Quand je vais aller plus loin, quand il parle de cooptation, de parrainage, oui. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on détruit les jeunes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on m'appelle, ils me disent, oh, docteur, vous n'avez pas un statut spirituel. Avec ça, vous voulez passer professeur. Docteur, il faut une seconde famille. Il faut ceci. On ne voit pas comment on fait le long. Ça veut dire que dans les systèmes, il y a maintenant, par exemple, il y a les loges. Les gens se regroupent par affinité. Est-ce que vous êtes des francs-maçons? C'est quand le recrutement arrive, si c'est le franc-maçon qui est au pouvoir, il prend d'abord ceux qui sont francs-maçons. Est-ce que vous êtes homosexuel? Parce que c'est les outils de la mondialisation, c'est la nouvelle citoyenneté aujourd'hui. Donc, on dit, est-ce qu'il est avec nous? On le prend. Est-ce que tel? Et ce qui fait qu'on a formaté l'esprit des jeunes qui sont devenus des esclaves de ce système. Parce que pour réussir, pour être à un poste, on te demande quel est ton appartenance. Et c'est donc ce système qui a détruit le Cameroun économiquement. C'est-à-dire quand on nomme quelqu'un directeur, il dit, bon, nous mangeons à la réunion le soir, à la loge. Je peux prendre comme je veux. C'est pour ça qu'on a dit l'État ailleurs. Quand on est l'État, les gens n'ont pas compris. L'État ailleurs, on peut faire tout ce qu'on fait. Donc il y a un État ailleurs. Et cet État ailleurs, on copte les jeunes pour y arriver. Donc ces jeunes même qui sont cooptés sont plus égoïstes que nos aînés. Imaginez-vous quand un jeune, il nargue ces jeunes, il vient là, oh, j'ai l'État, j'ai telle voiture, j'ai telle, vous ne faites rien. Donc il vous montre que j'ai une grosse voiture, j'ai une nouvelle maison, j'ai fait un mois au Canada, en Amérique du Nord. Tout. Donc ces gens vous donnent les possibilités, vous déroulez le tapis. Mais c'est un petit nombre. Et c'est ça qui détruit. Donc voilà une partie de la jeunesse qui se meurt. Et ils sont tenus à l'obligation. Parfois quand tu causes avec, dit, il faut que me rase bien, il faut que ce soit ceci. Donc ils ont un code, il faut la voiture doit avoir telle couleur, il faut ceci. Donc voilà donc les jeunes qu'on veut laisser au Cameroun. Bon, les jeunes qui sont libres, qui sont autonomes, sont combattus à un niveau que, si vous amusez, on vous révoque. C'est-à-dire on vous révoque de votre travail. Parce qu'on vous dit, vous n'avez pas un statut spirituel, vous n'avez pas une seconde famille, on ne vous tient pas. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vous nommer parce qu'on ne vous contrôle pas? Bon, écoutez, en France, quand on nomme les gens, on recherche quoi? L'efficacité. On ne peut pas savoir si tu es dans telle ou telle loge. Oh, ici, chez nous, c'est d'abord ça le critère principal. Quand Ateba le disait, pas son âme, les gens pensaient que c'était là-bas. Je dis même dans tous les ambitions, chez nous à l'université, c'est alors, c'est la mort. Pour saluer même quelqu'un. Moi, par exemple, à l'université, il peut faire une semaine, personne me dit bonjour. Parce qu'on te voit comme un intrus et tu n'existes pas. Par exemple, tu passes chez quelqu'un, tu vas te prendre chez un visionnaire et te dit que tu n'existes pas. Tu es devant lui, il dit que tu n'existes pas. Donc, voyez donc le traitement. Et les jeunes donc, qui veulent réussir sont obligés, qui veulent les promotions dans l'administration, sont obligés d'entrer dans ces couloirs. Comme il disait, on ne te tient pas la main. Et le risque qu'on court, c'est que ces jeunes qui sont là vont reprendre le système, c'est-à-dire de père en fils, ce système qui voudrait que vous soyez parrainé et tout. Et ce système n'a pas montré dans les gars d'une gouvernance exemplaire, ni de la gouvernance démocratique, ni financière. Parce que, voyez-vous, les gens sont des grands maîtres, mais ils se retrouvent à Kondengui. Ils sont, pourquoi? Parce que finalement, pourquoi donc est-ce que dans la loge, on demande aux gens de détourner de l'argent? Sinon, Paris ne serait pas construit. Donc, quand vous vous rendez compte qu'une jeunesse la jeunesse est bousillée par cette façon de faire, ce système. Est-ce que politiquement, cela ne va pas amener... On voit quand même qu'il y a des jeunes qui sont... Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes qui sont parachutés aujourd'hui? On voit, on vous dit subitement, tel a été nommé dans le RDPC, il est tel. Dans le bureau, comment vous appelez cela? Oui, la jeunesse du RDPC, on entend des gens qui se plaignent tout le temps. Non, il n'y a aucun jeune. Comme il disait, tous ces jeunes, même que les jeunes même que vous évoquez là, tous ces jeunes sont dans l'appareil, sont dans le système. Ils sont tenus, ils sont dans l'étau. Ils sont dans le système. Ça veut dire qu'ils mangent le soir, ils font les mêmes réunions. C'est difficile. Mais la jeunesse qui est dans la rue, c'est cette jeunesse dont on parle, qui est capable de changer les choses. Cette jeunesse qu'on écarte donc. C'est-à-dire qu'on pourchasse. Même les jeunes que vous évoquez, telle initiative, tu as une initiative avec les nations, avec tout ce que tu peux avoir, c'est-à-dire les Nations Unies, Union Européenne, on va toujours te demander ton statut. C'est ce que j'appelle la nouvelle citoyenneté. Parce que la citoyenneté avant, c'était avoir un État, une carte d'identité nationale, avoir ceci. Aujourd'hui, quand tu es peut-être, sans vouloir valoriser, tu es homosexuel, tu as une famille d'accueil en Europe, tu es protégé, on te donne le visa rapidement parce que tu vas retrouver ta famille. On parle de la fin des territoires, c'est-à-dire les gens qui de la Syrie partout pour aller. Donc il y a une nouvelle citoyenneté qui intègre donc ces éléments-là. Et ce sont ces éléments donc, qui sont mal utilisés, mal appliqués à la jeunesse camerounaise, ce qui fait qu'une grande partie de la jeunesse, pourtant brillante, est complètement détruite. C'est-à-dire... Est-ce que cela voudrait dire, est-ce que cela voudrait dire que c'est une autre interrogation dans cette émission, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'est pas possible, le Cameroun n'est pas prêt à accueillir véritablement un jeune
à sa tête, par exemple, comme on a vu, on a évoqué le cas Macron tout à l'heure. Est-ce que, pour parler d'une candidature qui reste virtuelle, mais dont on parle beaucoup, celle de Cabral Libby, qu'est-ce qu'il peut advenir? Qu'est-ce qu'on peut en espérer, Thierry Ndong? Alors, on parle beaucoup de la candidature de Cabral Libby. Oui. Il faut encore voir si elle est... qui en parle. Est-ce qu'en se limitant aux réseaux sociaux, c'est suffisant? Je ne crois pas. Vous savez, on a un corps électoral qui est davantage, en grande partie, composé des anciens, il faut le dire. Et beaucoup d'anciens ne savent même pas qui est Cabral Libby. Et l'arrière-pays aussi. Oui, c'est ça. Quand je dis anciens, c'est-à-dire les gens qui sont au-dessus de 40, 50, qui sont déjà à 50 ans. Oui. Beaucoup ne savent pas qui est Cabral Libby. L'effet Cabral Libby est un effet digital. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont accès aux réseaux sociaux. Et pas dans ces réseaux sociaux, c'est davantage les jeunes. Oui, tout à fait. Donc, pour dire que ne lui donnons pas une envergure qui n'en a pas. Ça, sans méchanceté. Pour gagner une élection, au Cameroun, il faut plus que ça. Et je pense, je l'ai dit, il faut des ressources supplémentaires. Oui, il faut plus que ça. Il faut des ressources financières. Oui. Il faut des ressources humaines, mais également sur le plan de la sociologie, de l'anthropologie, il faut avoir des ressources. Et je dis que toutes les cartes sont entre les mains d'un homme, Monsieur Biya. Oui. Vraiment. S'il veut changer ce pays, s'il veut que ce pays soit quelque chose après lui, il a la possibilité, il a tous les leviers pour actionner le changement. Et est-ce que les jeunes doivent donc composer avec le président? Oui, mais de quelle façon? Comme actuellement, il y a comme une cassure entre le sommet avec un président qui est dans une bulle, inaccessible. Ça aussi, il faut le dire. Les jeunes n'ont pas accès au chef de l'État. Il est dans sa bulle, là-bas, et les jeunes sont ici, au sol. Ils ne savent pas. Il n'y a pas une courroie de transmission du haut vers le bas. Comment on fait? C'est vraiment une situation assez délicate. Le professeur le disait tout à l'heure. Les travers de la nouvelle citoyenneté sont aussi là pour tirer de temps à autre certains vers le cénacle. Mais ce n'est pas suffisant. Et on en rit peut-être, ou bien on en parle de façon naïve. Il y a un problème. Il y aura un problème dans ce pays au moment où il faudra bien que le pouvoir change de main. Ah, absolument. Alors, des initiatives comme celle-là, Dr Ifouba, le temps n'est pas venu, visiblement, pour que on arrive à ce qu'un jeune, comme on a vu avec Emmanuel Macron, est-ce qu'il est question aujourd'hui qu'on puisse envisager une chose pareille, une candidature d'abord d'un jeune? On a beaucoup parlé de la candidature de Cabral Libby, et qu'est-ce qu'elle peut donner finalement? Ouais, je vais dire deux choses avant de répondre à votre question. Le président Macron n'est pas un néophyte en politique. Il a quand même fait quelques années au Parti socialiste. Et puis au plan académique, c'est quelqu'un qui était très brillant, qui a eu le bac avec mention, qui a fait l'ENA de Paris, qui a fait les grandes écoles et qui a occupé des postes. Donc il s'est imprégné dans la gouvernance. Bon, je ne en veux rien à Cabral, contrairement à Cabral qui est encore très jeune, qui n'a même pas terminé. Donc il faut que les gens fassent quand même attention. Et quand vous dites que est-ce que l'avènement d'un jeune, c'est difficile parce que le dispositif institutionnel ne permet pas qu'un jeune ou une femme arrive au pouvoir. Et le dispositif est tellement construit, comme on a dit, que ce n'est que le chef d'État. En fait, c'est lui qui va passer la main. C'est-à-dire que ce ne sera pas... Puisque c'est ceux qui sont au pouvoir qui ont les moyens, quand il y a les élections, ils peuvent mettre les milliards, c'est-à-dire de parcourir village en village. Donc l'élection, c'est aussi les ressources financières, spirituelles et financières. Il faut avoir des moyens. C'est une machine qui écrase tout le monde avec les moyens. Vous voyez que c'est l'État vache à lait, on prend les prados, on va au village, on fait tout ce qu'on veut. Donc je pense qu'il est difficile qu'on ait un messie
c'est-à-dire qu'un messie, comme vous pensez, c'est difficile. En moins que, et même si le président même décidait, ce serait très difficile que ceux qui sont là l'acceptent parce qu'ils contrôlent le vote. Oui. Ils contrôlent le vote. Ce n'est pas le chef d'État qui descend sur le terrain. Oui, il contrôle. Il y a des sous-préfets, il y a des élites, qui viennent sur le terrain. Et ils contrôlent le vote. Parfois même, ils enlèvent les urnes. Ils enlèvent les urnes, ils prennent le nid, ils cassent, les gens sont, quand vous êtes dans le bureau, les gens sont dans la nuit, vous voyez les armes comme ça là. Ouais. Parfois on était la lumière. Donc avec tout système de trucage, de mauvais jeux d'obstruction, il est difficile qu'un jeu d'émerge. Les initiatives sont bonnes, ça participe de la culture politique, de l'émergence d'un leadership politique. Mais accéder au pouvoir en 2018, vous avez pris une candidature et puis vous avez gagné les élections. Vous pouvez le faire, gagner les élections. Mais vous voyez, c'est le seul pays au monde où on publie les résultats pendant toute une journée. Les gens ne vont pas au travail. On lit les résultats. Alors qu'en France, commencer à 18 à 20 ans, on lit. Ici, on attend d'abord des semaines et puis le président là, vient, il lit les résultats région par région. Il confisque le poste national, la télévision nationale, on suit comment on lit les résultats. Donc, voyez-vous, pour montrer que c'est transparent, voyez-vous ce cinéma-là. Donc, moi, je pense qu'on est encore loin de cette forme d'alternance, c'est-à-dire une alternance totalement démocratique. Et c'est normal, nous sommes un jeune État, comme on voit la France, avec la révolution française de 1789, l'Angleterre avec la Magna Carta, c'est une évolution longue. Les États-Unis, les conditions de fidélité. Donc, je pense que même si on est dû vis-à-vis du régime, on peut aussi concevoir qu'on a encore un jeune État qui a à peine 50 ans et qu'il faut la maturation de nos institutions et que nous puissions arriver à cette forme d'alternance comme en France, comme au Canada, un peu partout. Alors, donc, on ne va quand même pas jeter l'eau du bain avec le bébé, Thierry. Donc, ces initiatives qui sont lancées, Kavalibi, encore faudra-t-il qu'il confirme cette candidature? On a vu beaucoup d'excitation autour de cette initiative-là, et puis cette mobilisation des jeunes. Mais quel chemin doivent justement aujourd'hui? Est-ce que les jeunes doivent rentrer dans les partis politiques? Est-ce qu'ils doivent y aller se former? Pour reprendre ce que dit le docteur Efouba, on a encore du chemin, on est un État jeune. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour arriver à se munir d'arguments pour prendre effectivement le pouvoir le moment venu? Les jeunes doivent travailler. Les jeunes doivent travailler. Le travail n'est pas seulement aller au travail tous les matins. C'est aussi lire, se cultiver, suivre la marche de son pays, faire des propositions, mettre les mains dans le cambouis. Ne pas attendre forcément un concours pour dire je commence à travailler. Il y a du travail partout. Les jeunes doivent se mettre au travail pour être prêts le moment venu. Ils ne doivent pas jouer le jeu de leurs dirigeants. Les dirigeants qui veulent les canaliser à des tâches subalternes, qui veulent les contrôler spirituellement en leur montrant qu'ils ne valent rien. Les jeunes doivent croire en eux-mêmes et se prendre en main. Voilà ce que je dirais. Et pour être concret, les jeunes doivent s'intéresser à la marche des affaires de leur pays. Ils ne doivent pas abandonner cela, comme c'est le cas aujourd'hui, à leurs aînés en disant, comme ils ont tout pris, nous on fait comment? On est dans l'alcool, on est dans la débauche, comme c'est le cas. Voilà le discours. J'aime toujours, le moi est haïssable, mais je préfère parfois parler de moi. Il est aussi confortable. Moi, je suis parti de rien, de nulle part. Je vous ai dit, j'ai travaillé, je suis sorti, j'étais étudiant à l'école de journalisme. On ne recrutait pas la fonction publique. Je suis allé faire mon stage en mutation. Je suis resté en mutation. Et c'est sur la base des travaux de mutation où je n'étais pas payé. Mais par passion, je travaillais, je n'avais pas de charge à l'époque. Que j'ai été recruté au messager, où j'ai commencé à avoir un salaire. Et j'ai continué à travailler. J'ai gravi des échelons pour finir en chef, comme vous aviez dit. Et c'est la confiance et ce travail capitalisé qui m'a permis de lancer une entreprise de presse. Je veux dire que parfois nous attendons trop du gouvernement, trop de l'État.
Mais nous-mêmes, on ne demande pas qu'est-ce que nous faisons pour notre pays. Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions nous-mêmes être des hommes demain. Et je suis aujourd'hui, je ne suis pas du système, mais je ne suis pas non plus à plaindre. Donc, je veux dire que, fort de cette expérience, les jeunes peuvent s'en sortir. Est-ce que les jeunes rêvent encore de changer le Cameroun? Mais il faut donner un rêve aux jeunes et chaque jeune doit se construire un rêve. Si ceux qui sont aux affaires ne réussissent plus à faire rêver les jeunes, mais les jeunes, c'est pour ça qu'ils doivent travailler. Ils doivent regarder ce qui se passe ailleurs. Nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. Donc, à partir de Facebook, de la télévision, vous voyez comment les autres font ailleurs et vous vous mettez au travail. Parce que de toutes les façons, ça aussi le professeur va peut-être le dire, nous sommes tous d'avis qu'il y a une part que les dirigeants politiques doivent apporter en modernisant le jeu pour la vie politique. Ça, c'est vrai. En modernisant les institutions pour permettre aux jeunes d'entrer. Mais si les jeunes eux-mêmes ne se battent pas, s'ils ne se préparent pas, s'ils ne se mettent pas au travail, lorsque ce sera ouvert, ils ne pourront pas profiter des opportunités. Donc, je pense que Cabral Libi, Emilien Atangana et les autres, c'est important. Et ça, il faut saluer le travail qu'ils font parce qu'au moins, ils démontrent qu'il y a une jeunesse qui n'attend pas qu'on lui donne des millions pour travailler. Il y a une jeunesse qui sait se prendre en main, qui sait parler, qui sait organiser, qui sait conduire des initiatives. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer cette jeunesse universitaire. Parce que ce que l'enseignant d'université, le politologue dit là, c'est des sujets tabous dans un milieu universitaire où on ne rêve que de postes. Et quand il prend celui de dire des choses pertinentes pour les jeunes, on sent que là, il a besoin d'être encouragé parce qu'au moins on comprend qu'il fait une croix sur la nomination. Parce que le système n'accepte pas qu'on lui dise, qu'on dise de lui ce type de choses. Donc, ces petites initiatives-là, cette somme de petites initiatives qui un jour va créer ce que j'ai appelé ici la masse critique. Mais est-ce que les jeunes n'ont pas été, d'une certaine manière, en les privant de toute intervention dans le champ politique, déjà avec le parti unique, même en étant revenus au multipartisme, est-ce qu'ils n'ont pas été, d'une certaine manière, été encagoulés pour qu'ils deviennent des assistés éternels aujourd'hui? Et ce qui rend peut-être très compliqué le retour dans le champ politique, Dr. Efo. Oui, c'est depuis, ça a toujours été ça. C'est-à-dire, quand vous voyez le RDP, c'est les jeunes, on dit que le président de l'ONG national a peut-être 50 ans. Donc, voyez-vous que l'encadrement, là où on a eu les jeunes, c'est qu'à un certain moment, quand le président est arrivé au pouvoir en 82, tout le monde est content. On se dit que c'est quelqu'un qui a fait les études en Europe, c'est la modernité, le retour à la démocratie, arrive en 90 et tout. On se dit que tout. Mais après le coup d'État, le président s'est refermé d'abord sur lui-même, sur sa sécurité, sur sa vie. Et les autres sont profités de ça pour verrouiller le pays, pour lui dire que non, nous t'aimons. Et finalement, on a écarté dans le jeune. On a écarté les jeunes, on a tué la classe moyenne qui pouvait faire tout. Il reste une classe très haute qui est très riche et il y a la petite classe qui souffre. Donc, cette division sociale-là est très difficile à résoudre. C'est-à-dire qu'il y a un creux au milieu, un océan entre au milieu. Même dans les partis, même quand on parlait du RDPC, vous voyez le comité de bureau politique, il y a ceux qui sont en haut, il y a aussi la base. Voyez-vous ce qui s'est passé à Biémassi, où le vote, il y a eu tellement de problèmes. Jusqu'à présent, il y a des problèmes, on dit on impose. Donc en fait, le système impose par la force financière, par la force des idées, par le pouvoir militaire. Les jeunes n'ont pas saisi à temps ces opportunités. Quand vous parlez des programmes quand on crée le Fonds national d'emploi, c'est des programmes qui arrivent en retard. C'est à partir de 1960 qu'on aurait pu commencer à parler de l'auto-emploi, c'est-à-dire l'auto-emploi des jeunes, et ne pas croire que tout c'est la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme le mythe de la fonction publique, où quand un jeune n'est pas fonctionnaire, c'est la fatalité. Et puis, quand vous venez dans les quartiers, on dit mon mari est fonctionnaire. Donc, le fonctionnaire, Julien, c'est un prestige. Ce qui fait qu'on a tué les initiatives privées pendant ce temps. Or, quand on revient aujourd'hui faire le pagé et tout, comme il fait le témoin, il y a des jeunes qui ont du mal à accepter d'aller cultiver. On dit, mais ils sont dans les nous envoient faire l'agriculture, pourquoi? Ils sont ceci.
Donc l'État, ce n'est plus l'État-providence. L'État ne peut plus tout donner. Même l'école, l'État n'a pas de moyens. L'État est en crise. Ce qu'il faut qu'aujourd'hui, c'est l'initiative privée qui va encourager. Or, l'État n'aide pas ces initiatives. Parce que quand vous voyez le PAGE, on va dire que c'est le détournement de fonds. Les projets sont encadrés. Le ministère de la Jeunesse sont encadrés par les fonctionnaires. Et ces fonctionnaires, ça amasse d'énormes sommes d'argent. Donc les programmes que l'État a beaucoup de programmes. Ces programmes, parfois l'État a la bonne volonté, de bien faire le chef de l'État a la bonne volonté. Mais cela n'atteint pas la cible. Parce qu'on fait un mauvais casting de jeunes. Ces jeunes qui ne sont pas représentés. Quand vous parlez de Déné Miatana, Déné Miatana est un jeune, il a le CERAT, il se bat dans l'agriculture, il va au village travailler régulièrement des initiatives. Il n'est pas forcé, il ne compte pas ce que l'État va me donner ceci. C'est vrai que Cabral, lui, a eu quand même un emploi à l'université, c'est bien, mais si tu ne te bats pas comme il disait, donc les jeunes vont prendre le destin en main, se battre, se surpasser. C'est-à-dire se surpasser dans le travail. Et d'ailleurs, on salue beaucoup de jeunes, là, qui ont fait beaucoup de découvertes. Ça veut dire qu'il y a une bonne jeunesse qui est dynamique, qui est brillante à l'école, qui ne demande qu'à travailler. Mais comme il y a un mur, les jeunes doivent donc développer l'initiative privée et participer aussi à la vie politique, c'est-à-dire s'inscrire, aller toujours voter. Ne pas dire, comme ils disent souvent, la politique c'est pour les autres, la politique ne m'intéresse pas. La politique, entre guillemets, on tue les gens là-bas. Donc il y a aussi, c'est toujours au Cameroun, la politique a quelque chose, une connotation péjorative négative. Oui. On dit, mon fils, tu vois, ton grand-père... Il ne faut pas faire la politique. Hein? Ce qui voudrait dire qu'en réalité, ne pas me dire la vérité. Oui. C'est une expression qui ne me fais pas la politique. Oui. Ou bien mon fils, comme tu es pas à Yaoundé, là on t'a écouté, ne fais jamais la politique. Oui. Parce que la politique se fait en noir, dans la nuit, avec les voitures noires, les hommes noirs, finalement. Donc il y a les préjugés. Ces préjugés n'encouragent pas beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes que tu parles de politique. Non, moi j'ai peur. Je ne peux pas faire la politique, je ne peux même pas porter la bille d'un parti. Ce qui fait que la politique donc bénéficie de ces préjugés négatifs qui ne permettent pas à la jeunesse. Il y a le système, le mur qui est devant nous par rapport au système politique qui est verrouillé. Et il y a aussi la plus grande pauvreté de la jeunesse, le chômage, c'est-à-dire qui vit en deçà de 1000 francs, 500 par jour. Et c'est très difficile. C'est-à-dire quand vous voyez les quartiers comme les Tabac, Tchinga et Lobby, ils habitent, il y a l'eau partout, il y a les chambres de 5000. Donc les programmes politiques du gouvernement ont échoué. C'est-à-dire l'accès au logement. L'État n'a pas pu. Les logements sociaux coûtent trop cher par rapport aux jeunes. L'accès même aux soins de santé, les premiers lycées, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à se soigner. C'est pour ça que les gens vont en route. Il y a la culture de la route, c'est-à-dire tu pars, tu achètes le paracétamol et tout. C'est difficile. L'accès même à l'électricité et l'eau, c'est difficile. Donc ce qui fait que le jeune est frappé, il est chômé, il est frappé par toutes ces difficultés. Il a donc une désaffection contre tout le système. Parce qu'il dit, nous sommes, dans les années 98, là on parle de génération sacrifiée. Nous sommes une génération sacrifiée. Et l'État continue à lancer des cris, à prendre les emprunts partout ailleurs, que les jeunes vont rester remboursés. Donc moi je pense que on ne doit pas être peut-être pessimiste, mais la situation de la jeunesse camerounaise est quand même préoccupante. Elle est très difficile. Et il faudrait que, comme il a dit le chef de l'État, c'est un homme sage qui a plus de là, il n'a plus besoin d'argent ni de richesse, il n'a besoin de rien, qu'il fasse quelque chose de particulier, de spécial. C'est-à-dire, comme il a dit qu'on garde de lui la prospérité, le développement, que les jeunes gardent de lui un souvenir inoubliable. Alors, oui, alors Thierry, donc, on parle, le RDP c'est peut-être le parti majoritaire qui est aux affaires depuis 1985. Moi, on pourrait dire que c'est une continuité de l'UNC qui était là depuis 1966. Mais alors, qu'en est-il des autres partis politiques vis-à-vis des jeunes? On n'a pas beaucoup vu aussi que les jeunes y étaient bien lotis. Alors, je vous expliquais, et il vient de le dire, que nous avons un jeu politique verrouillé. Parce que quand vous regardez les autres partis politiques, c'est davantage pour la forme, pour meubler le paysage politique, qu'on parle de partis politiques. Dès que vous enlevez un ou deux partis, le reste c'est juste pour faire dire qu'on a une démocratie multipartiste. Ça veut dire que les dérives que nous dénonçons de façon dans le macro, dans la macro-politique, vous trouvez ça aussi dans la micro-politique. Donc dans les partis, c'est préoccupant. C'est préoccupant de le dire, de le constater, mais c'est malheureusement la réalité. Regardez les partis politiques. Combien ont changé leur leader depuis
qu'ils ont été créés. On n'en compte pas. Ces partis politiques sont devenus des instruments au service, non pas d'une cause générale, mais au service des individus qui en sont leurs créateurs. Donc, du coup, moi je dis, on ne peut pas parler de partis politiques et en attendre quelque chose de consistant. De consistant, on ne peut pas. Donc les jeunes sont finalement très mal lotis, que ce soit dans le parti au pouvoir comme dans l'opposition. Dans l'opposition, les jeunes sont mal lotis. Oui. Ils sont mal lotis et on ne les utilise que comme du bétail électoral le moment venu. Dès que c'est fini, l'élection, on dit bon, on se reverra à la prochaine occasion. On les utilise pour faire du bourrage des urnes, on les utilise pour faire, comme je disais, du bétail électoral. Bref, c'est comme un Kleenex, on s'en sert et on le jette dès qu'il n'est plus utile. Voilà. Alors, Sostène et Fouba, nous allons pratiquement au thème de cette émission. Quels sont aujourd'hui les ressorts qui vont faire de demain de la jeunesse camerounaise, en politique notamment, une jeunesse de qualité, une jeunesse qui pourra véritablement prendre son destin en main face au pouvoir, si nous considérons que la jeunesse se montre, fait des récriminations au pouvoir en place? Non, je pense que les responsabilités sont partagées. D'abord au niveau de l'État. Au niveau de l'État, l'État central doit dégager des mécanismes pour permettre l'épanouissement des jeunes en tout domaine. Ça c'est clair, ça dit au niveau législatif. Le président doit prendre les initiatives pour ouvrir à la jeunesse des possibilités, pour donner à la jeunesse des possibilités. Maintenant au niveau des jeunes, les jeunes même doivent constituer donc cette masse critique, c'est-à-dire partager les mêmes causes. Par exemple, si peut-être on dit que Cabral est jeune, il n'appartient pas à un parti politique, que la majorité des jeunes le soutiennent. C'est-à-dire, quand l'union fait la force, il faudrait qu'il y ait cette force-là et que les jeunes s'entendent au moins pour l'intérêt général de tous leurs intérêts. Et je crois que ça va aller, que la jeunesse ne soit pas émiettée, partagée. Je crois que c'est très important. Et puis que, comme il disait, la jeunesse se forme. Il faut se former, il faut lire. Il faut suivre l'histoire des grands hommes, comment ils ont commencé, comment ils ont évolué. Et avoir l'ambition, l'espoir, l'ambition de devenir. Parce que si vous n'avez pas cet espoir, si vous n'êtes pas ambitieux, que bon, je veux être peut-être professeur dans 10 ans, je veux être ceci, même s'il y a les barrières. Donc se mesurer, un peu comme disait Antoine Saint-Exupéry, il faut se mesurer, se découvrir à chaque fois qu'il y a des obstacles. Je pense que si la jeunesse se prépare moralement ainsi, elle va changer les choses. Alors Thierry, donc, ce n'est donc quand même pas en 2018 qu'on obtiendra ceci, il faut encore travailler. Il faut travailler. Et Guy Zogo, je voudrais dire aux jeunes, il ne faut pas être pressé. Dans la vie, il faut partir à point. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Savoir prendre son temps. Ne pas se décourager. Et le professeur l'a dit, savoir résister à l'adversité. Ne pas baisser les bras face à l'adversité. Rien n'est donné sur un plateau d'or. Rien n'est facile. Mais tout est possible quand on croit en soi et quand on se met au travail. Je pense que c'est le discours qu'il faut tenir aux jeunes. Et je vais finir en demandant quand même au pouvoir central, au pouvoir politique, d'aider davantage cette jeunesse. De regarder à quoi cette jeunesse est réduite aujourd'hui. Au jeu de hasard, on multiplie les paris sportifs pour faire miroiter un bonheur aux jeunes sans travailler. Ce n'est pas bien. Regardez ce à quoi on a réduit ces jeunes. À de la boisson, à la consommation de l'alcool. Ce n'est pas bien. Cette publicité agressive qu'on met devant les établissements scolaires, dans les émissions de télévision, partout. Regardez ce que ça a comme conséquence sur la jeunesse. Les jeunes sont devenus aujourd'hui des éponges d'alcool. Je dis, les pouvoirs publics ne peuvent pas continuer à faire la politique de l'autruche. En Europe, on voit comment
il est interdit aux entreprises brassicoles de faire la publicité envers la publicité à destination de la jeunesse. Pourquoi on ne devrait pas en faire autant au Cameroun? Je dis, l'État, le pouvoir central, le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités pour sauver cette jeunesse. Même si on est d'accord que la jeunesse elle-même a sa part de travail à faire. Absolument. Alors, merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci, docteur Sostène Fouba. Vous êtes enseignant à l'Université de Soie, politologue. Merci, Thierry Ndong, journaliste, directeur de publication du journal Intégration. Je vous dis aussi merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 90 minutes sur ce thème qui concernait la jeunesse face aux échéances politiques à venir et même la jeunesse tout court aujourd'hui au Cameroun. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30, madame, monsieur, pour une nouvelle édition de Géopolis. En attendant, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À très bientôt. Il veut seulement inscrire les gens, et c'est la citoyenneté, amener les gens à s'inscrire et que lui n'a aucun intérêt. Mais derrière son vote, après ça, il veut être candidat. Et c'est là où il y a une catégorie de jeunes aussi qui le combattent. Qui viennent. Mais alors, le code l'accuse, par exemple, pour aller carrément à une autre extrémité, le code l'accuse d'être plutôt de faire le jeu du système. C'est bien ce que le code dit, qu'il a été payé pour faire ce jeu-là. C'est ce que le code dit. Et donc, on comprend qu'il y a Thierry Ndong, et effectivement, déjà une clarification peut-être qui doit être faite sur la question. Et d'ailleurs, lui-même, il l'a fait déjà en disant que c'est une initiative qui n'a rien à voir avec le pouvoir. Alors, le journal Intégration a eu l'occasion de lui faire une grande interview pendant sa tournée aux États-Unis. Oui. Et je crois que il ne pourra jamais se départir de ces attaques-là. Moi, je pense que c'est normal. Cabral Libye a annoncé son entrée en politique en 2018. Et quand vous entrez en politique, vous êtes prêt à recevoir tous les coups. Donc, les accusations de cette nature-là ne vont pas manquer. Et je pense que dans un environnement où chacun essaie de tirer la couverture de son côté, on ne devrait pas s'attendre à autre chose que ça. Il aura donné des interviews pour démentir qu'il ne fait pas le jeu du pouvoir, qu'il n'est pas en support du pouvoir. Ses adversaires politiques trouveront toujours à redire. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais je voudrais, pour revenir à la jeunesse de façon globale et au jeu politique, dire que le problème est à lire sur plusieurs grilles. Aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas. Je veux dire, on a tous constaté que les jeunes ne s'intéressaient pas beaucoup à la chose politique. Et on était à réfléchir comment les mobiliser. Le problème, la réponse n'est pas seulement au niveau des initiatives comme celle de Cabral Libye. Sont des initiatives à encourager. Cabral Libye, Emilien Tangana, c'est bien, mais je voudrais dire que ça devrait faire tache d'huile. Nous avons d'autres initiatives comme More Women in Politics. Oui. C'est des initiatives qu'il faut encourager. Parce que quand vous regardez l'histoire du Cameroun, au lendemain des indépendances, il y a eu restriction des libertés politiques. Il y a eu assassinat des hommes politiques pour leurs idées. Absolument. Et cela, il y a eu un parti unique, unifié, voilà, on n'a pas permis que les gens... On a combattu les syndicats. Oui. Tout ça a eu une conséquence sur la politisation des jeunes. Et nous avons grandi... Et il y a même eu, je voudrais peut-être relever un autre point, même après pendant les années 90, on se souvient que lorsque il y avait les mouvements à l'université entre les jeunes qui réclamaient
le Parlement contre l'autodéfense. On a quand même entendu un discours politique dans ce pays qui n'a peut-être pas beaucoup changé, qui consiste souvent à dire l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Voilà. Même les étudiants, on vous dit, ben, écoutez, la politique, c'est pas votre affaire, il faut aller étudier, il faut laisser la politique aux politiciens. Donc, moi, j'en étais encore à l'histoire qui pouvait expliquer pourquoi on n'avait pas... on avait des jeunes qui montraient un désintérêt à la chose politique. Maintenant, vous ajoutez le discours des dirigeants, qui lui-même n'est pas de nature à encourager l'implication des jeunes à la chose politique. Et justement, dans les années 90, au-delà de ce qu'on a dit, l'école aux écoliers et la politique aux politiciens, il y a eu que les étudiants ont souffert le martyre des années de braise. Vous connaissez, on se souvient tous des zéro morts. Ça concernait les jeunes, ça concernait les étudiants. Non, tout ça mis ensemble a éloigné les jeunes de la politique. Aujourd'hui, nous avons un corps électoral qui peine à atteindre 6-7 millions d'inscrits dans un pays d'environ 21 millions d'habitants avec plus de la moitié. Ils s'en foutent carrément du pays. Ils se disent, bon, papa a des milliards. Il y a aussi ceux qui pensent qu'ils sont issus des familles pauvres. Ils sont allés à l'école, qui ne peuvent rien. Ils sont dans la fatalité. Ils sont dans la fatalité. Donc, tout c'est plus le mur qui est là, le mur du gouvernement, où les gens âgés ne peuvent pas passer la main. Parce que quand vous voyez quelqu'un au Sénat, le doyen d'âge va dire à 100 ans, ça veut dire que les arrière-petits-fils sont là. Donc, un jeune n'arrive pas à louer d'abord une chambre. Se marier, c'est difficile. L'entretien même, la vie de chaque jour, comme dit Maslow, les besoins, les premiers besoins, se loger, se nourrir, se vêtir. À partir de ce moment, le jeune se compte comme un révolté. C'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas un pays. C'est-à-dire il est à partir chez lui. Il se sent étranger. Donc, c'est cet ensemble de phénomènes qui a dit en sorte qu'il y a l'éloignement des jeunes, il y a plus un sentiment de révolte. Et ce qui est choquant, c'est que, deuxième chose, ils veulent cette révolte, cette révolution sociale, mais ils ne s'impliquent pas. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas sur les listes, parce que si on est dans un pays démocratique, ça veut dire qu'il faut une mobilisation exemplaire de la jeunesse en termes de nombre et de qualité. Or, non seulement ils ne s'inscrivent pas, ils sont divisés. C'est-à-dire les jeunes qui sont dans les partis sont divisés. Au lieu de former donc ce bloc-là, homogène, pour cet intérêt. Et la situation, le champ politique ne nous aide pas beaucoup, parce que notre champ politique est traversé par une pléthore de partis politiques. Et chaque jeune qui est dans un parti politique va être leader. Vous avez vu le cas avec Kawal Derema. Ce qui fait que si on était dans un bipartisme, antipartisme, les jeunes devaient être mobilisés. Mais il y a cet émiettement, éparpillement, ce qui fait que, comme les Cabral, l'initiative, c'est un peu comme vous allez lancer l'épée dans l'eau. Bon, c'est très difficile, mais c'est déjà ça. Mais il faut que l'État s'implique, il faut que les aînés s'impliquent et acceptent de léguer, entre guillemets, ce pays à la jeunesse. Alors, Thierry, donc justement, est-ce que le chemin aujourd'hui, est-ce que le rapport de force aujourd'hui entre les jeunes et l'establishment, on pourrait le dire, pourrait pencher en faveur des jeunes si ils continuaient une telle pression sur le champ politique pour pouvoir peser effectivement en 2018? Je voudrais déjà dire que, à la suite du docteur, dire que les jeunes ne se croisent pas les bras. Oui. Ils se battent. Vous vous souvenez très bien de ce qu'on a appelé en 2008 les émeutes de la faim. C'était un ras-le-bol des jeunes qui en avaient marre et qui l'ont exprimé à leur façon. Vous avez bien vu qu'ils ont été réprimés, matés. Donc, pour revenir à ta question, je voudrais dire que il y a cette jeunesse consciente qui veut, qui n'attend que son heure, mais qui a dû comprendre que le rapport de force n'est pas en sa faveur. Parce que chaque fois qu'elle veut lever la tête, on envoie le bir maté. Donc, c'est une jeunesse qui est là, compétente, qui ne demande qu'à servir son pays, mais qui est volontairement éloignée des affaires. Alors, la solution, à mon humble avis, est entre les mains des dirigeants politiques. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. Monsieur Macron est arrivé aux affaires et il a décidé de moderniser la vie politique en France. Et dans cette modernisation de la vie politique, il a dit,
les anciens là, on n'aura plus les mêmes visages comme c'était le cas. Pour revenir au contexte camerounais, et le docteur l'a dit, la balle est entre les mains de nos dirigeants. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui doivent se poser la question, quel Cameroun nous voulons pour nos enfants? Quel Cameroun nous voulons en 2050? Et ce Cameroun de 2050, c'est avec qui on le fait? Je pense qu'à partir de ces questionnements, on a la possibilité de refaire les lois pour faciliter l'intégration des jeunes. Et ça, c'est possible. On peut dire 2018, c'est une année électorale. On a les sénatoriales, on a les législatives, on a les municipales et on a la présidentielle. L'homme politique qui voit loin et qui veut une forte implication des jeunes peut décider d'allouer un quota. On peut dire 35% pour les jeunes de moins de... Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une tendance lourde, voire une lame de fond qui s'instille au jour le jour, mettant en avant l'idée que les jeunes entendent peser sur la présidentielle de 2018 au Cameroun. Et sur le terrain, les initiatives se bousculent. En effet, entre l'opération 11 millions d'inscrits, conduite par Cabral Libi, celle de 8 Africa, pour faire davantage agir les jeunes en politique, et celle de Denis Atangana, pour les mobiliser encore davantage, la coupe est presque pleine. Mais pour autant, faut-il croire que ces initiatives pourront au final être porteuses de résultats probants le moment venu? De plus, doit-on croire que le temps des jeunes au pouvoir au Cameroun a sonné? Deux invités nous font l'honneur de nous accompagner ce soir pour éclairer notre lanterne sur cette problématique. Bonsoir, docteur Sostène Efouba. Bonsoir Guy, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Alors, je rappelle que vous êtes politologue, enseignant à l'université de Yaoundé 2, soit c'est au Cameroun. Bien sûr. Et que vous vous intéressez aux questions politiques, vous les analysez assez régulièrement. Oui, c'est le travail quotidien de tous les jours. Vous savez que la science est une vertu lorsqu'elle est bien utilisée, et c'est le partage, c'est un partage. Il faut partager la science avec tout le monde, pour que tout le monde puisse tirer profit. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Sostène Efouba. Avec vous aussi ce soir, Thierry Ndong. Bonsoir Thierry Ndong. Bonsoir Guy, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Merci pour l'invitation. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Intégration, mais vous avez aussi connu une autre vie avant. Vous avez été rédacteur en chef du journal Le Messager pendant un certain nombre d'années. Oui, et vous savez, avant de créer mon journal en 2008, j'ai fait mes classes auprès des grands et des aînés. J'ai commencé en mutation dans les années 2000. J'ai appris auprès des aînés comme Aman Mana. Et en 2001, j'ai été recruté au Messager, où j'ai fait mes classes auprès des aînés, comme M. Ndiaoué, et avec pour rédacteur en chef Melvin Akam, un monsieur très charismatique. Donc j'ai appris, je suis parti du statut de reporter à celui de coordonnateur de la rédaction de Yaoundé, et pour finir rédacteur en chef. Donc ça a été de très belles années dans ma carrière de journaliste, et je remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté notre invitation pour parler de la place des jeunes dans la présidentielle de 2018. Vous avez tous suivi, vous suivez cette actualité qui est quasi quotidienne maintenant. Les jeunes
qui s'engagent. Je citais tout à l'heure l'initiative Cabral Libye, 11 millions d'inscrits. Celle également de UI Africa, qui est une association qui mobilise les jeunes pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils pèsent sur le champ politique. Et puis Denis Atangana également, qui s'investit. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y a quelque chose de nouveau, docteur Sostène Fouba, qui se passe actuellement dans la jeunesse camerounaise par rapport à l'élection présidentielle à venir ou même par rapport simplement au champ politique aujourd'hui? Bon, pas quelque chose d'exceptionnel, mais je pense quand même qu'il y a une motivation particulière, une attente nourrie par la jeunesse et même une plus grande partie de la population qui souhaite le changement, l'innovation en termes de l'alternance politique au sommet de l'État, en termes d'alternance dans les partis politiques ou même dans les communes, un peu partout. Donc je pense qu'il y a cette motivation et c'est même un devoir, c'est-à-dire c'est un devoir moral, une obligation morale de participer à la politique. Vous avez vu avec Aristote, l'homme était un aliment politique, Cicéron, c'est-à-dire c'est la responsabilité de tout un chacun de participer à la vie politique. Mais cette fois-ci, nous sommes arrivés, c'est comme si nous sommes arrivés à la croisée des chemins, où on a des aînés qui sont là, qui ne veulent pas passer la main facilement, et des jeunes qui sont de plus en plus nombreux, instruits, qui s'engagent en politique et qui veulent qu'il y ait ce changement. Donc je pense que c'est un peu, on est là sur le conflit de génération. Oui, pour 2018, qu'est-ce qui change pratiquement de Thierry Ndong? Parce que là, depuis que nous sommes revenus au multipartisme en 91, on a quand même eu un certain nombre d'élections présidentielles, ou d'élections même tout court. Depuis 92, 97, 2004, il y en a eu. On n'a pas toujours eu le sentiment que les jeunes entendaient peser, entendaient faire quelque chose. Mais on a comme l'impression que cette fois-ci, c'est quand même un foisonnement qu'on n'a pas souvent vu. Oui, ça il faut reconnaître qu'il y a comme un branle-bas au niveau des jeunes. Ça il faut le reconnaître. Mais je considère ça comme un effet de mode. Vous savez, on a vu comme on a vu cas ailleurs, français, oui, Macron qui est parti de, je ne dirais pas nulle part, mais qui est parti de rien pour l'Élysée. Et je pense que ce cas-là a beaucoup inspiré les jeunes Camerounais, et notamment M. Cabral Libye. Alors, est-ce qu'une hirondelle fait le printemps? Je suis un peu réservé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Les initiatives comme celle de Cabral Libye, comme celle de M. Emilien Atangana, ne sont pas encore suffisamment élaborées. Elles ne sont pas encore suffisamment reprises par d'autres groupes de jeunes dans différents segments de la population. Donc, il y a encore du travail. Il en faut encore des Cabral Libye, des Emilien Atangana, pour que on puisse atteindre la masse critique qui va provoquer le changement. Et je crois que là, de ce point de vue, il y a encore du travail à faire. Parce qu'il faut quand même dire que nous venons de loin. On a constaté que les jeunes, jusqu'à une certaine période, jusqu'à maintenant, l'immense majorité des jeunes ne fait pas beaucoup, montre d'une attention particulière par rapport à la politique. Et donc, il y a du travail à faire pour mobiliser ce corps électoral qui, il faut le dire, est le plus important. Parce qu'on a une population essentiellement jeune. Et si ces gens se mobilisent aujourd'hui, si ces gens s'intéressent véritablement à la politique, je crois que l'électrochoc que nous attendons va arriver. Alors, docteur Sostène Fouba, où est le problème? Où est-ce qu'il se situe? On a quand même vu que toutes ces dernières années, les jeunes n'étaient pas toujours engagés. Mais est-ce qu'avec ces 2 ou 3 mouvements que nous évoquons, il peut avoir véritablement une mobilisation de grande envergure? Et quelle est la méthode? Je pense que c'est difficile. Parce que comme il l'évoquait, il y a un problème de culture politique. C'est-à-dire la culture politique n'est pas ancrée dans les mœurs au Cameroun. Et puis, il y a la politique, c'est un peu dans les grandes villes. Dans les villages reculés, je pense qu'il y a un écart, c'est-à-dire entre le centre et la périphérie. Donc, c'est difficile pour ces jeunes. Et en plus, à l'intérieur même de ces jeunes sont combattus.
Quand vous voyez, par exemple, les réseaux sociaux, comment Cabral Libye est lynché, tout ce qui se passe, donc l'opinion est émiettée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus vraiment autour de ce que ces jeunes veulent faire. Donc, ils sont combattus par d'autres jeunes. Ce qui fait que cette fragmentation de l'opinion affaiblit plutôt les jeunes. Donc, je pense que la masse critique à atteindre est difficile. Il faut travailler, il faut encore travailler pendant les années pour arriver. Parce que même si Cabral Libye et les autres font ce travail, à partir du moment où ils sont combattus et que les autres sont réfractaires. Parce qu'il faut l'intérêt général, c'est une cause, vous devez avoir une cause unique que vous défendez. La masse critique, à partir du moment où il y a cette division, cet émiettement, ça va être très difficile. Et il y a un problème d'alphabétisation. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas à l'école. Il y a un problème d'inscription, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de carte d'identité. Alors oui, justement, on parle de ces 11 millions d'inscrits mouvement de Cabral Libye. Est-ce qu'on peut les atteindre? Est-ce que la méthode vous paraît pour le moment la bonne? Est-ce qu'elle suscite d'ailleurs l'engouement qu'on aurait pu espérer? On a quand même vu sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas si les réseaux sociaux sont représentatifs effectivement de la réalité du Cameroun, tel qu'on voit les choses. Non, je pense que ça aurait pu avoir des fruits s'il avait commencé avant. C'est-à-dire s'il avait commencé à le faire 2 ans, 3 ans avant les élections. Je crois que ça vient de commencer. Ça apporte les fruits, mais ça ne peut pas atteindre les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à 13 millions, 14 millions de jeunes. Mais au moment où c'est arrivé, et on est en train de mettre ça en accord avec sa candidature. C'est-à-dire, beaucoup pensent que ce n'est pas une initiative neutre. Et ça fait que ceux qui ne sont pas avec lui ne prennent pas ce combat comme un combat. Neutre dans quel sens? Neutre que peut-être qu'il va... Les jeunes qui ont moins de 25 ans, vous comprenez, plus de la moitié de la population qui a 25 ans, vous comprenez très bien avec moi que si vraiment les jeunes s'inscrivaient dans ces listes électorales, on serait encore électoral de 11 millions. Donc, il y a un travail à faire. Les jeunes comme Cabral font leur travail, Emilien font leur travail, mais il faut aussi que les pouvoirs publics s'impliquent pour donner confiance aux jeunes, pour leur tendre la main en les impliquant. Aujourd'hui, quand on nomme un jeune, quand on nomme un monsieur qui a 50 ans, au ministre, on dit qu'il est jeune. Je crois qu'il faut changer cette façon de faire les choses. Nommer des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, leur donner des responsabilités. Et pas des responsabilités de surface, mais des vraies responsabilités. C'est tout ça qui va amener la jeunesse à se sentir concernée par la gouvernance politique, par la gouvernance, par les affaires du pays. Et je crois qu'à partir de là, on va sentir que ce pays bouge. Parce que là, actuellement, il est au ralenti. Okay. Alors, docteur Sosséne Fouba, justement, est-ce que la politisation des jeunes a véritablement pu suivre un cours normal, ou alors elle a été complètement dévoyée depuis, prenons seulement 90, puisqu'avant on nous a dit on était dans un parti unifié, parti unique, c'était vraiment la main de fer. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à l'ouverture, en 90, qu'on n'ait plus vu les jeunes rentrer en politique, alors qu'avant, ils n'en avaient même pas la possibilité? Non, je pense qu'il a commencé à répondre à la question. Il y a un désaveu, une désaffection de la jeunesse, où on considère que la politique n'a pas porté des fruits. C'est-à-dire, le Cameroun ne s'est pas développé comme il devrait être. Et on jette l'anathème à ceux qui gouvernent. Et les jeunes se sentent un peu découragés. Et c'est un peu parfois un désaveu, une forme de sanction. Que je n'encourage pas les jeunes, disent, bon, depuis qu'ils sont là, nous sommes des chômeurs, ils ne s'intéressent pas à nous, ils s'intéressent au pouvoir, on est fatigués, ils détournent les milliards, ils ne font que détourner. À quoi sert même finalement la politique? Donc la politique n'est pas dans les standards, comme on dit politique, les standards de gouvernance, de référence. Pour dire que, bon, en politique, vous voyez par exemple au Pakistan, quand on découvre que le Premier ministre a telle maison, il démissionne. Or nous, il y a l'impunité, il y a tout ça, non? Tout ça a accablé dans la jeunesse. Donc la jeunesse fatiguée, et puis il y a aussi cette fatigue de voir les mêmes gens, les mêmes visages. C'est-à-dire, même vous qui faites de la télévision, il y a comme une saturation. Vous voyez la télévision, c'est les mêmes images, les journaux, parler, donc à longueur de journée, c'est le même discours. C'est là un peu éloigné des jeunes. Ce n'est pas pour dire que les jeunes ne s'intéressaient pas à la politique. Il y a ça, il y a ce désaveu. Il y a aussi le système, comme je disais, le système en place n'encourage pas, parce que ce n'est pas la nomination, ce n'est pas le rouge. Là, je veux prendre deux choses. En reprenant ce qu'il a dit, que c'est aussi pas l'eau, c'est-à-dire c'est les lois qui peuvent permettre aux jeunes d'être là. Je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire si on dit par exemple aux élections législatives, sur des listes, si on a 120 députés à l'Assemblée nationale ou 200, on a besoin, les listes, on prend moitié, c'est-à-dire on aura peut-être 80 jeunes.
Ça reste comme ça, comme chez les femmes. Parce que quand je vois le combat de Mme Dufo, c'est bien, mais il faut qu'on arrive à la parité aujourd'hui. Je dis 30%, c'est toujours l'autorité suprême qui décide 30%. Pourtant, on doit aller à 50% de dames, 50% de jeunes. Donc, quand il y a des élections, les jeunes vont dire, bon, si on a 50%, pourquoi ne pas s'intéresser? Comme vous voyez chez Macron, avec Macron, beaucoup de jeunes changent. Mais si on se rend compte que c'est vicié, que ce soit dans le parti au pouvoir, que ce soit au niveau des partis de l'opposition, quand on fait les listes, on écarte carrément les jeunes. On ne veut même pas vous voir. Quand vous êtes même un jeune qui avait peut-être l'avenir, le talent, c'est-à-dire dans votre arrondissement, vous êtes pourchassé par les aînés. On dit que non, tu ne sais pas faire la politique, tu es encore un enfant. Oh, le temps passe. Donc voilà, au niveau de la loi, au niveau légal, on doit avoir une loi qui soit en accord avec la volonté de la jeunesse d'occuper des postes. Même au niveau des femmes, il faut la parité. Mais est-ce que vous pensez que la loi, sur le chemin de la loi, on sait bien que ça va être très difficile, mais quelles sont les ressources dont dispose justement la jeunesse pour pouvoir peser? On voit ces initiatives, mais est-ce que la jeunesse n'a pas son destin entre ses mains finalement dans cette affaire? Oui, question complexe parce que je veux répondre à deux niveaux. Premier niveau, en ce qui concerne les tares, c'est-à-dire notre jeunesse a des tares, c'est-à-dire il y a des jeunes qui passent le temps à boire à longueur de journée, à jouer au damier, d'autres qui passent le temps à jouer au football, à jouer à Internet. Ils ne s'occupent pas de l'histoire du pays. Quand vous passez peut-être à Essos, vous voyez, à 6 heures, vous allez à la messe, les gens sont assis là, on dit qu'ils sont là depuis 2 jours. Donc il y a une bonne partie de la jeunesse qui refuse de travailler. Ce qui ne se fait pas en Chine, c'est vrai qu'on reconnaît qu'il y a un chômage naturel. Donc il y a ceux qui ils sont paresseux. Il y a aussi ici ce qu'on appelle, il y a les bourgeois, les enfants des bourgeois.